Le gouvernement togolais s'est fixé comme objectif à l'horizon 2025 de multiplier les emplois créés dans le secteur minier. Il veut aussi augmenter les exploitations à grande échelle et les projets d'exploration permettant de découvrir de nouvelles ressources minières toujours cachées dans le sous-sol togolais. Selon les données officielles publiées dans la revue Yearbook Togo 2024, une revue éditée par LD Media Development et le ministère de la Promotion de l'Investissement du Togo, il existe à ce jour dans le sous-sol togolais de vastes gisements de qualité de 17 ressources minières. Le pays compte élargir le nombre des sociétés détentrices de permis d'exploitation. En 2021, seulement 6 sociétés minières étaient titulaires d'un permis d'exploitation à grande échelle. Il s'agit entre autres de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo SNPT, de West African Cement WASEM, de Scan Togo Mine et de MM Mining. À la fin de cette même année, ces sociétés toutes réunies n'ont réussi qu'à faire un revenu de 19,84 milliards de francs CFA au Togo. Cependant, c'est le secteur minier qui est considéré comme le principal contributeur à concurrence de 85% du total des revenus du secteur extractif. Ces 85% n'avaient pesé que 2,54% dans l'économie togolaise. En termes de création d'emplois, le secteur minier n'a pas encore dépassé les 1,5%. Le Togo entend aussi réviser son code minier en vue d'une harmonisation avec celui des pays de l'UEMOA pour une meilleure mobilisation des ressources, tout en prenant en compte les normes de transparence fixées par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Alors que tous les élèves des enseignements primaires, secondaires et techniques du Togo s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école le 16 septembre prochain, l'année académique s'annonce sous le signe de la transformation. Placée sous le thème « Une école au service des compétences réelles de la vie », cette rentrée, marquée par des directives du ministre des Enseignements primaires et secondaires, professeur Komla Dodi Kokoroko, met l'accent sur une éducation plus pratique et adaptée aux réalités de la société. Chaque établissement scolaire sera désormais appelé à développer des projets concrets. Ces initiatives incluront, entre autres, l'installation de systèmes solaires pour l'éclairage des classes, la fabrication de filtres à eau pour faire face aux pénuries, ainsi que la création de potagers durables et de projets de reboisement, alliant aussi théorie et pratique. Des cours d'informatique seront également introduits dans les établissements équipés de matériel informatique, un programme longtemps négligé. Pour soutenir ces efforts, la formation continue des enseignants sera renforcée, avec un accent particulier sur la digitalisation. L'objectif est d'assurer que chaque enseignant soit formé pour répondre aux besoins actuels des élèves. La réforme ne s'arrêtera pas là. Les surveillants généraux, devenus conseillers principaux d'éducation CPE, joueront un rôle central dans la discipline et l'accompagnement des élèves. Cette réforme vise à réduire les violences et l'échec scolaire en permettant aux élèves de mieux réussir leur parcours éducatif. Cette année scolaire promet de jeter les bases d'un système éducatif plus moderne, adapté aux exigences du développement durable. Toutefois, cette transformation pourra-t-elle réellement être mise en œuvre efficacement dans chaque établissement ? Des outils d'évaluation seront-ils instaurés pour mesurer l'impact de ces projets sur la qualité de l'enseignement et sur la réussite des élèves ? Le défi est lancé. Récemment, le Fonds monétaire international, FMI, a dans une note félicité le Togo pour ses efforts. Le FMI a souligné que le pays a fait des progrès dans sa politique fiscale et de gestion économique. Dans les détails, l'institution financière a reconnu les avancées du pays dans les collectes de taxes et impôts. Même si ces efforts sont reconnus au pays, il faut rappeler que selon le FMI, le pays doit faire des efforts pour mettre en place des mesures de soutien social pour les populations vulnérables. En ce qui concerne les progrès, le FMI dans les faits a soutenu l'augmentation récente des recettes fiscales. Cette augmentation est le mérite de l'Office togolais des recettes OTR qui, dans le premier trimestre de l'année, a fait une collecte de 515 milliards de francs CFA. Cette mobilisation est supérieure de 39%
à celle de la même période de l'année précédente. La mobilisation de ce premier trimestre est une avancée majeure car elle représente plus de la moitié de l'objectif annuel qui est fixé à 1048 milliards de francs CFA. Le FMI rappelle qu'il faut mettre en place des mesures comprenant des éléments de politique fiscale et de gestion des recettes. Dans les dites mesures, il faut inclure des programmes comme Novici qui étaient en pratique lors de la pandémie de Covid-19. Le but de tout ceci est de venir en aide aux populations les plus défavorisées. Rappelons que cette évolution dans les collectes ont été faites grâce aux mesures rigoureuses mises en place par l'Office togolais des recettes. Le 27 juillet dernier, les femmes détenues du pavillon 9 de la prison de Makala chantaient. Une cérémonie pour accueillir une visite du ministre de la Justice en inspection dans la plus grande prison de République démocratique du Congo. Mais on ne chante plus au pavillon 9 depuis le 1er septembre et cette tentative d'évasion qui a fait 129 morts selon les autorités. Dans le chaos, plusieurs prisonnières ont été violées, on ne sait pas combien, et les associations intervenant pour les femmes en prison s'inquiètent. Jusque-là, nous n'avons pas accès par rapport à l'instruction des autorités et ça nous pose un problème. Nous ne savons pas les nombres de femmes violées. À l'association Afiamaman, on s'alarme de leur état de santé et de possibles séquelles qui ne peuvent être soignées. À la prison centrale de Makala, on compte plus de 300 prisonnières dans un pavillon prévu pour 150. Les violences sexuelles y sont récurrentes de la part des autres prisonniers, mais aussi parfois des forces de l'ordre chargées de les surveiller. Nous sommes choqués, révoltés même, parce que ce n'est pas pour la première fois que ce genre d'événement arrive. Il y a quelques années, en 2020, nous avons eu des femmes qui étaient violées dans la prison centrale de la Kasapa. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous avons fait des recommandations et des propositions. Les systèmes judiciaires ou même le gouvernement devraient renforcer la sécurité des femmes détenues. La directrice exécutive se demande aussi pourquoi, plusieurs jours après la tentative d'évasion, les autorités n'ont pas pu ou voulu compter précisément le nombre de femmes violées et réitère sa demande de séparation des lieux de détention pour les hommes et les femmes. Le conflit soudanais, moins en vue que ceux en Ukraine ou à Gaza, émerge comme une des crises humanitaires les plus sévères au monde. Le directeur général de l'OMS, en visite à Port-Soudan dimanche, a exposé l'ampleur de cette crise qui a déjà coûté la vie à plus de 20 000 personnes. Le conflit au Soudan a jusqu'à présent tué plus de 20 000 personnes et ceci est une sous-estimation. Le conflit a déplacé plus de 10 millions de personnes à l'intérieur du pays et contraint 2 millions d'autres à fuir vers les pays voisins. Cette guerre est le plus grand déplacement interne de personnes dans le monde. Selon l'ONU, la famine qui s'annonce pourrait faire 2,5 millions de victimes d'ici la fin de l'année. Mais malgré ce risque, le docteur Adhanom Ghebreyesus reste optimiste pour l'avenir. Je crois en un dicton qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Il est possible pour toutes les parties de trouver une voie vers une solution politique et durable. La guerre n'apporte que destruction. Vous avez tous vu les ravages qui suivent le début des conflits. La famine, les déplacements massifs, les maladies et les violences sexuelles. La guerre engendre des souffrances infinies et des atrocités, sans jamais offrir aucun bénéfice, sauf la destruction et tous les problèmes que j'ai mentionnés. Alors que les pourparlers sur un cessez-le-feu stagnent, la crise au Soudan nécessite une intervention rapide pour prévenir une aggravation humanitaire. Au milieu de la circulation, quelques pas de danse et un portrait, celui du président réélu. Abdelmadjid Tebboune a remporté la présidentielle. Les résultats viennent d'être annoncés, c'est officiel. Vive Tebboune! Ses soutiens fêtent cette victoire dans le centre-ville d'Alger. Un scrutin avec peu
voire pas de suspense. Ils étaient 3 candidats en lice, mais le président sortant était donné favori et il a obtenu près de 95% des voix. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie qui est la nôtre. Notre peuple est heureux. Ce résultat, nous sommes allés le chercher dans le respect de la loi. Démarche inédite. Quelques heures plus tard, les 3 équipes de campagne dénoncent dans un communiqué commun des irrégularités et contradictions dans les résultats, épinglant chacun des erreurs dans les pourcentages. Et l'un des vaincus remettant en cause le calcul du taux de participation. 48% officiellement, peut-être seulement la moitié en réalité. Un imbroglio qui n'empêche pas le camp Tebboune de savourer son succès. Je remercie au nom de la direction de campagne et du candidat qui a remporté cette élection tout le peuple algérien pour son choix, ses résultats positifs en faveur du président de la République et en faveur de l'Algérie. Dans les kiosques ce lundi matin, au lendemain de l'élection, à la une des journaux, le triomphe de la citoyenneté ou l'éloge de la sérénité du vote. Et dans les esprits de certains, l'espoir d'un changement. Cette semaine, l'ONG Amnesty International a accusé le pouvoir de continuer à réprimer sévèrement les droits humains. Nous espérons que les élus sauront répondre aux demandes de la population. Nous espérons le progrès et la prospérité pour notre pays. Dans un communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron a adressé ses meilleurs vœux de succès au président algérien. Le président français a rappelé la relation exceptionnelle entre les 2 pays, au-delà des crises récurrentes. Un an après les terribles inondations qui ont ravagé Derna, la ville côtière libyenne se remet lentement des dévastations. Face à la tempête Daniel, les barrages ont cédé, des milliers de personnes ont perdu la vie et d'innombrables familles ont été déplacées. Aujourd'hui, alors que les habitants s'efforcent de reconstruire, un ingénieur nous révèle les avancées réalisées dans la restauration de la ville. Grâce à Dieu, nous avons réalisé plus de 60% des projets établis dans la ville, ce qui représente environ 800 appartements. Les efforts de reconstruction incluent la réhabilitation du pont Al-Shaba et de la mosquée voisine, ainsi que la construction de nouveaux logements pour les sinistrés. Les zones les plus touchées sont bien sûr prioritaires, avec des ressources déployées par les autorités rivales du pays. Cependant, les défis restent nombreux. Des Jordaniens élisent mardi les membres de leur parlement qui compte 138 sièges. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Des candidats d'opposition, notamment ceux du Front d'action islamiste proche des frères musulmans, sont en lice. Le scrutin se tient dans un contexte économique morose. Nous pratiquons la vie de parti et si Dieu le veut et les choses se développeront dans ce pays. Nous devons élire des gens qui sont politiquement capables, qui peuvent prendre les bonnes décisions concernant la promulgation de lois. Je ne m'intéresse pas aux représentants qui ne pensent qu'au service. Je suis plutôt attiré par ceux qui légifèrent et promulguent des lois. Ces élections sont organisées en vertu d'une loi adoptée en janvier 2022 qui a augmenté le nombre total de sièges à la Chambre, réservé un plus grand nombre de places aux femmes et a baissé l'âge minimum des candidats.